Bonsoir, bienvenue à tous. Nous voilà réunis donc avec Dominique Spagnolo du Delta Sigma Studio et moi-même, Baba Home Studio, Jérôme Cellier. Et nous allons donc essayer de discuter un peu de routing, de câblage de Home Studio, un sujet qui peut être vaste, comme simple, ça va du simple en fait au plus compliqué. Dominique, je vais te laisser te présenter. Ok, bonsoir à tous. Je m'appelle Dominique Spagnolo et effectivement, je m'occupe du studio Delta Sigma. Alors, le studio Delta Sigma, c'est un studio qui a eu beaucoup de formes différentes. Au départ, c'était plutôt un petit home studio et puis ça a grandi avec le temps, avec des magnifiques consoles maintenant qui sont là derrière moi et beaucoup de matériel qui fait qu'il y a beaucoup de routing à faire derrière et on pourra en parler ce soir. Justement, peut-être un exemple, un cas qu'on pourra un peu étudier pour voir un peu Tout à fait, tout les à fait. C'est spécificités. prévu. Sinon, moi, proprement parlé, pour me présenter, de base, je suis musicien. C'est vraiment mon domaine. Je viens de la musique, et même plus précisément de la musique classique. Et il se trouve que j'ai dérivé du mauvais côté. Je suis allé un peu du côté de la pop, voir un peu ce qui s'y passait. Et en fait, je trouvais ça aussi sympa. Ce qui fait que je navigue beaucoup entre la pop la musique classique. Et donc ma spécialité, c'est vraiment l'arrangement de cordes, les arrangements symphoniques, et puis les pianos aussi, puisque je suis pianiste, euh, et chef d'orchestre. Et alors, j'ai toujours eu cette passion pour le son, c'est pour ça que sans arrêt, je me suis équipé de plus en plus jusqu'à remonter une structure quand même beaucoup plus conséquente. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est vrai que je travaille beaucoup avec les orchestres, soit les diriger, soit les enregistrer. Et c'est toujours des configurations où on a beaucoup de micros, beaucoup de sources, beaucoup de pistes à mixer. Et parfois on mélange du virtuel avec du réel, donc tout ça, ça demande aussi du routage particulier, voilà, Voilà. des choses assez spécifiques. Voilà. C'est vrai que le studio aujourd'hui, ça peut être quand même, enfin, c'est la plupart du temps hybride. C'est dans le monde numérique et dans C'est le vrai. monde analogique. Et Oui, oui, c'est vrai. Je parlais du mélange, on va dire, virtuel avec réel. C'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent, pas toujours, hein, mais souvent utilisé. Et on a aussi maintenant, c'est devenu complètement courant de mélanger l'analogique et le numérique au sein d'un studio, que ce soit un petit home studio ou un gros home studio. On n'y coupe pas, hein, l'analogique est quand même toujours présent. Et le numérique est maintenant incontournable, à moins qu'on veuille enregistrer avec un magnéto à bande, oui, tout à fait. on est quand même Mm. très limité. Oui, voilà. Voilà, donc du coup, on est quand même pile au cœur du sujet, hein, finalement, Oui, puisque l'interfaçage analogique numérique, c'est un vrai sujet déjà de routing. C'est l'aspect, on va dire, la façon dont les deux se rencontrent au niveau de la conversion dans un sens ou dans l'autre, qui est toujours quelque chose de délicat. Et les problèmes qu'on avait autrefois en analogique ne sont pas tout à fait les mêmes maintenant en numérique. Des choses assez similaires et puis il y a des choses qui sont assez différentes aussi. ouais, tout à fait. Ce que je propose de faire, c'est qu'on commence par regarder déjà une petite config d'un studio, la plus simple Ouais, peut-être qu'on pourra trouver chez quelqu'un. vraiment, oui, c'est vrai que quelqu'un qui voudrait s'équiper à très peu de frais, avec une carte son, on va dire, dans les 150, 200 euros, vont savoir des modèles qui sont quand même intéressants, avec lesquels on peut faire des choses vraiment bien. Et un casque, il faut mettre au moins le même prix, on va dire, dans le casque à peu près. Oui, Et on a quelque chose qui est déjà tout à fait exploitable avec un ordinateur, même un PC portable, tout à fait standard, d'usage classique, domestique, actuel. C'est largement assez puissant pour faire, on va dire, les fonctions de base. voilà, tout à fait. Hein. Ouais. Donc ça, c'est clair que c'est peut-être la configuration la plus minimale qu'on pourrait imaginer. Oui. Bon, ben Alors, voilà. il faut juste, donc là, Nickel. donc cette configuration, on va l'appeler une configuration minimaliste quand même. Donc on a juste Ouais. un ordinateur portable avec une interface audio. On va supposer qu'elle peut être en USB,
relié en USB. Avant, Oui, il y avait des... typiquement, c'est du USB. Voilà, Ce voilà. modèle-là. Avant, il y avait un peu de FireWire, mais ça tend à disparaître quand même. Oui, mais pour des petites interfaces comme ça, le FireWire, c'était Ouais, peu utilisé quand même. ouais, tout à fait. On était plus sur de l'USB, sur de l'USB 2 qui était plus limité, mais c'était vraiment pour les petites interfaces. FireWire, on trouve ça sur des cartes un petit peu plus fournies en entrée-sortie. Tout à fait. Et là, on peut dire que même, bon, c'est déjà un petit home studio assez sympa, puisqu'on voit deux contrôleurs MIDI, Oui, USB, donc un clavier MIDI, et puis un contrôleur qui, je pense, c'est un push pour Ableton Live. Et donc une paire d'enceintes. Et puis donc on peut brancher sur la carte son un micro. Donc avec voilà, où ça peut être aussi des instruments, ça peut être un clavier stéréo, voilà. un synthé, ça peut être En général, il y a tout au ce qui produit du minimum son, une quoi. entrée instrument effectivement et qui peut faire Ouais. instrument micro line. Et puis parfois c'est les deux entrées qui font ça. Et donc on a en général deux entrées et puis deux sorties sur ces cartes son. Donc il n'y a pas vraiment de routing compliqué, on va dire. Alors, il n'y a pas vraiment de routing compliqué, mais il y a quand même déjà des choses assez subtiles qu'on rencontre sur ce genre de petites cartes son. Alors déjà, peut-être on peut redire vraiment le propos d'une carte son, qu'est-ce que c'est? Parce que bien souvent, les cartes son de petit format, comme ça, de home studio, elles intègrent plein de fonctionnalités, ce qui fait que la partie réellement carte son, elle est un peu mêlée au milieu de plein d'autres fonctionnalités. Oui, Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ordinateur, lui, il n'est pas capable, non, de base, il n'est pas capable de travailler sur de l'audio numérique qui sera synchrone sur une horloge, etc. oui, Donc, il va travailler sur des paquets de données, ça va être les fichiers, hein, typiquement, qui sont sur le disque dur, mhm, qu'il va charger dans sa mémoire, il va les manipuler, il va les réécrire dans de nouveaux fichiers ou dans une mémoire temporaire, etc. Donc ça, c'est vraiment le fonctionnement interne des logiciels qui vont traiter, enregistrer le son. Mais les données audio ne sont pas considérées de manière temporelle, même quand on fait du temps réel, parce que tout est bufferisé et traité par paquet. ouais, Donc l'ordinateur, il n'a pas tellement la notion de temps. Et or, le son, même le son numérique, c'est un débit d'échantillons, donc c'est un signal qui évolue dans le temps. Donc c'est des échantillons audio qui sont cadencés à une fréquence qui est très précise, qui est normalement la fréquence d'échantillonnage. absolument. Et alors, la carte son, elle, son propos, ça va être non seulement de convertir tous ces flux vers l'analogique quand ils viennent de l'ordinateur ou vers le numérique quand ils proviennent de l'analogique, Mhm, donc faire la conversion dans un sens ou dans l'autre, mais au-delà de la conversion, il y a aussi l'empaquetage, on va dire, des données, et ça, c'est au niveau du driver que ça se passe. Donc c'est un peu une couche un peu invisible qui est un peu dans l'ordinateur, un peu dans la carte son, qui est basé sur le protocole d'échange. On parlait de l'USB ou du FireWire. Il y en a d'autres maintenant qu'on utilise aussi avec les Thunderbolt, etc. Mais mhm. tout ça, c'est des protocoles d'échange qui sont des protocoles purement informatiques, qui ne sont pas des bus dédiés pour faire de l'échange d'audio numérique, hein. Oui, C'est vraiment des paquets de données comme on enverrait un fichier par Internet, quoi. des Ça serait 0 et par des la 1. fibre. C'est exactement pareil. Des 0 et des 1, mais attention, ce n'est pas des 0 et des 1 qui sont cadencés avec des multiples de la fréquence d'échantillonnage, comme on le voit dans des liaisons numériques, que serait le SPDIF, Oui. l'AES, EBU, etc. Oui, oui. Il faut vraiment faire la différence entre l'USB en tant que protocole informatique qui transporte des paquets de données qui représentent de l'audio, mais il pourrait représenter autre chose, hein. Ça pourrait représenter le résultat d'une mesure, d'un oscilloscope, d'un multimètre ou de n'importe quoi. Il faut bien faire la différence de ça avec des protocoles qui sont purement audio-numériques, comme le SPDIF typiquement, qui est celui qui est le plus utilisé en home studio et aussi en hi-fi. Oui. Où là, les données numériques sont cadencées avec une horloge. Et donc, le propos de la carte son, c'est justement d'incorporer un système d'horloge qui va pouvoir cadencer tous les flux, les paquets de données qui arrivent depuis l'ordinateur, les cadencer à la bonne fréquence d'échantillonnage et les envoyer ensuite dans l'étage de conversion qui suit pour que ça ressorte après en analogique. Voilà. Et exactement dans l'autre sens,
Quand c'est du signal analogique, on va le prendre, on va le convertir, on va en faire des paquets et ensuite on l'envoie dans l'USB. Et c'est réceptionné par le driver qui lui est propriétaire, on va dire, bon maintenant il y a des drivers un peu génériques, mais qui est en général vraiment conçu pour dialoguer avec la carte son et qui fait l'échange avec le système d'exploitation. Ouais. Donc il faut bien comprendre que l'ordinateur, lui, il n'a pas tellement de notion temporelle. La seule chose qu'on lui demande, c'est de traiter le paquet d'audio, enfin le paquet de données, Mhm. suffisamment vite avant que le paquet suivant arrive. Voilà, c'est la notion de Voilà. latence, C'est un justement. c'est un peu la notion des latences et des buffers. C'est exactement ça. Mhm. Et d'ailleurs, quand on va voir au niveau du code informatique lui-même un peu comment ça se passe dans les plugins, dans les stations, dans les logiciels quoi, qui manipulent l'audio sur l'OS, on travaille vraiment avec un buffer, c'est-à-dire on a un tableau de données qui représente, mettons, 1024 échantillons. Ouais. Et ces 1000 échantillons, ils vont être traités dans un algorithme. Et ensuite, on envoie les 1000 suivants et on les traite derrière. Voilà. Quand on veut enregistrer, justement, d'où l'importance de l'écriture, de la qualité des drivers pour cette histoire de latence, justement, parce que quand on veut enregistrer en s'écoutant, il peut être très important de ne pas avoir justement cette latence. Alors que la latence, elle est plutôt supportable lorsqu'on est en phase de mixage, puisque à ce moment-là, c'est le DAW, enfin le séquenceur qui va compenser tous les délais, et puis ça ne sera pas gênant. Alors que quand on joue d'un instrument ou quand on chante, on aime bien s'entendre en direct. Exactement. Alors, ça, c'est effectivement un problème qui est extrêmement important. Et c'est vrai que les performances des machines maintenant permettent quelque part de s'affranchir un peu du problème. Mais le problème, il est quand même toujours là. Il faut savoir quand même un petit peu comment ça marche. Donc le temps de traitement par la machine, par l'ordinateur, de ces paquets de données, du buffer, bah, ce temps-là, ça crée de la latence, comme tu l'as dit fort justement. Et cette latence, bah, si elle est très faible, c'est-à-dire de l'ordre de quelques millisecondes, elle n'est pas tellement perceptible. Oui. C'est-à-dire que si on a un micro qui capte un chanteur, un batteur ou un musicien, et que dans le casque, on entend le retour passer par l'ordi quelques millisecondes après, ça ne sera pas suffisant pour qu'on entende vraiment un délai d'écho et que ça soit gênant à l'oreille. Par contre, dès qu'on dépasse les 10, 15, 20, 30, 40, 50 millisecondes et au-delà, là, ça commence à devenir sensible. Alors, surtout dès que c'est des signaux qui sont percussifs. Ouais. Alors là, c'est vraiment catastrophique et un batteur peut ne pas réussir à jouer si on lui met 50 ou 60 millisecondes de latence dans le casque. Alors, exactement. Alors pour ça, il y a quelque chose qui est assez bien pensé sur ces petites cartes son. C'est un système qui permet de renvoyer directement en interne dans la carte son sans passer par l'ordinateur. Le signal qui est enregistré par les prises là qu'on voit par exemple sur la petite Audiobox, la petite carte son, voilà, les deux XLR, on peut renvoyer ça directement dans la sortie casque en le dosant. Donc c'est vrai que souvent sur les petites cartes son, on a un petit potard comme ça qui permet d'avoir le son direct ou le retour du dos, et on peut souvent même mixer un peu les deux. Alors le mix des deux, ça peut être sympa si par exemple on veut mélanger le playback qui vient de l'ordi avec le retour direct interne par la carte son de ce qu'on est en train de jouer. Et comme ça on peut régler, doser par exemple le niveau de sa voix par rapport au playback derrière. Et donc ce genre de routing, on le reverra peut-être tout à l'heure sur des grosses configurations. On a un peu ce genre d'astuce, mais c'est pas forcément intégré dans la carte son. Ça peut l'être, mais souvent même on va l'externaliser, notamment sur des consoles analogiques, ce qui permet de faire ça à une plus grosse échelle. Mais c'est exactement le même système dans le fonctionnement. Et ça va permettre de pouvoir se monitorer sans latence. Alors effectivement, quand on est en mix, le problème il est complètement différent, puisque en mixage, en réalité, il n'y a pas de source acoustique qui joue en même temps que ce qu'on est en train d'écouter. Tout à fait. Donc même si l'ordinateur a besoin d'un buffer d'une seconde pour traiter toutes les données en temps réel, ça veut simplement dire que quand on va appuyer sur le bouton play, on va attendre une seconde avant que la lecture démarre. Mais ensuite, l'ordinateur aura toujours une seconde d'avance, on va dire, de lecture sur les fichiers pour avoir le temps de les traiter avant qu'on les écoute. C'est ça.
Mais pour nous, ça va pas poser de problème parce qu'on n'est pas en train de jouer en même temps et en s'écoutant une seconde en retard. Voilà, exactement. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, je propose qu'on passe à une configuration un tout petit peu plus musclée. Alors, Ok? euh, bah, on va prendre la configuration du mien. Ok. Ok, ok. Parce qu'en fait, il n'est pas beaucoup plus compliqué que ça, mais quand même un petit peu, parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Alors bah, pour parler un petit peu de mon studio, donc qui est un home studio assez modeste. Bon, je suis musicien, je m'en sers pour de la composition, maintenant pour faire des tutos sur Cubase et la MAO sur YouTube. Donc j'ai pas besoin de beaucoup d'entrées simultanées. Mais quand même, avec ma carte son discrète Antelope, j'ai quand même 4 entrées, 4 sorties, en plus de 2 sorties de monitoring. Et donc avec ces 4 entrées sorties, je peux quand même jouer avec un petit peu de matériel hardware que j'ai fait, que j'ai complètement fait d'ailleurs en DIY, dont un DIY, je souligne, qui vient de toi. Ouais, ouais, je vois que le nom est marqué, ouais. Le préampli Midnight, Mhm. donc un double préampli Midnight, qui est vraiment excellent. Voilà, ça, je referme la parenthèse. Et puis, en face avant, j'ai deux, comme on disait tout à l'heure, j'ai deux entrées instruments, ligne, micro. Alors, il y a toujours un jack de guitare avec un émetteur récepteur sans fil maintenant. Avant, c'était juste un câble de guitare, un jack. Et puis un XLR de micro qui sont tout le temps branchés en façade. Et par contre, les deux autres entrées sont à l'arrière de l'interface et elles reçoivent les sorties de mon micro patch, hein, on va dire. C'est même pas un mini patch, c'est un micro patch parce qu'il y a 8 prises XLR. Donc je suis obligé de choisir quel préampli je vais enregistrer ou alors le compresseur ou le préampli, mais pas les deux à la fois. Donc bon, Mhm. voilà. Et donc voilà, sinon j'ai quelques périphériques USB qui sont connectés à l'ordinateur. Et la carte son, bah, elle est connectée en Thunderbolt. Alors voilà, je ne sais pas ce que je pourrais rajouter. Si ça permet quand même. Alors oui, l'apport d'un patch. L'apport d'un patch, ça permet quand même quand on peut enregistrer que deux entrées simultanément, ou quatre, ce qui est le cas ici, ça permet d'avoir un périphérique hardware branché en même temps, un stéréo par exemple, le compresseur stéréo branché en même temps que ma guitare et mon micro en face avant, quoi, par exemple. Ouais. C'est-à-dire que le patch, c'est vraiment, faut le voir comme une matrice qui permet d'envoyer un peu ce qu'on veut où on veut. Donc on a normalement Garde-triage. exactement, on a toutes les entrées, toutes les sorties de tout le monde qui sont réunies Mm. à un seul endroit. Et c'est un peu comme les fameuses filles qui branchaient les jacks dans les téléphones autrefois, là. Il y avait toutes les Voilà. lignes qui arrivaient, qui repartaient et on connectait l'un avec l'autre. D'ailleurs, ça vient de là hein, aussi, les Oui, patchs. Quelque part, c'est exactement ça. Et tout à fait. alors, de base, il y a un routing interne qui est fait, même si on ne branche pas forcément les fils, qui est celui le plus Oui. naturel, le plus utilisé. Et ensuite, on va pouvoir dérouter un peu les signaux pour les amener ailleurs quand on veut. L'intérêt vraiment du patch, c'est qu'on a rarement des entrées, des sorties pour tous les périphériques qu'on voudrait avoir, qu'on pourrait avoir, parce qu'en plus, quand on fait du studio ou du home studio, on est un peu geek et on est un peu collectionneur, donc on aime bien en Mm. avoir beaucoup, mais on n'a pas C'est vrai. forcément suffisamment d'entrées et sorties sur les cartes son. Oui, Et oui, oui. donc, la solution, c'est le patch, hein, parce que ça permet vraiment d'avoir tout qui est branché et en face avant avec des petits jacks
Comme ça, très facilement, on va pouvoir brancher tel préamp ou tiens, je vais faire avec un autre préampli. Il suffit de déporter deux petits fils et hop, ça y est, on est sur le préampli d'à côté. Oui. Donc ça permet d'avoir une souplesse dans le routing entre les entrées-sorties du système, donc on va dire de la carte son là, à ce niveau-là, et les Mhm. périphériques. C'est vraiment là qu'on va utiliser le plus le patch. Alors, tu parlais aussi des préamplis micro. Parfois, on a aussi ce souci-là des micros, c'est-à-dire faire un patch pour les micros. Alors, Ah oui. c'est un peu spécial parce que autant dans un niveau ligne, quand on branche et qu'on débranche un jack, forcément, on fait un peu un court-jus à l'intérieur de l'embase jack. Ah oui. Mais pour un connecteur jack niveau ligne, donc c'est vraiment ça qui est transporté dans le circuit, il n'y a pas de problème en fait. Parce que Hmm. quand on met les points chauds, le point froid à la masse, c'est tout simplement comme si on mettait un volume à zéro, ça revient au même. C'est pas du tout destructeur pour les équipements, ni d'un côté ni de l'autre, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, même, je ne sais pas si tu te rappelles, dans certains débugages qu'on a pu faire ensemble sur des machines, parfois je te disais Oui. de mettre les points chauds, les points froids à la masse pour justement Oui. neutraliser tout signal parasite qui pourrait venir à un endroit donné. Donc ça, c'est pas un problème. Par contre, quand on va vouloir brancher des micros, par exemple, pour interconnecter un micro avec tel ou tel préamp, etc., si on veut faire passer des signaux qui viennent des micros, le problème il est un petit peu différent parce qu'on a souvent l'alimentation fantôme. Oui. Et là, on a vraiment du 48 volts qui circule. Et donc, au moment où on va brancher ou débrancher le jack, on va faire un court jus. Et le 48 volts, on le met, c'est vraiment une pile qu'on met en court jus, quoi. Donc Oui. là, c'est vraiment pas bon. Ouais. C'est pour ça qu'on va jamais utiliser des jacks, même des jacks symétriques, hein, des jacks TRS, pour Hmm. des micros. Ça, c'est vraiment à déconseiller. Alors, il faudrait être sûr que les alimes fantômes soient coupées avant de brancher, débrancher, mais Hmm. c'est un risque pour l'équipement qui est trop important. Même s'il y a des protections, mais il ne faut pas compter sur les protections. Il faut que le système de lui-même Hmm. il soit safe. Donc, on va utiliser des XLR si on veut faire Propre, un quoi. petit patch Ouais. pour des micros. Voilà, ça c'est Hmm. quelque chose de très Hmm. important. Je sais que j'avais ça à une époque où, par exemple, bon, on n'est pas encore sur la config gros studio, mais imaginons que Hmm. on est on va dire en deux parties, deux pièces, une pièce où on enregistre, une pièce où on a l'équipement du studio. Mhm. On va avoir, mettons, un patch qui arrive d'un côté à l'autre. Donc on va avoir, mettons, 8 prises XLR côté musicien, sur lesquelles on va pouvoir brancher nos micros. Mhm. Et de l'autre côté, on a 8 autres XLR qu'on va brancher sur les préamplis. Alors soit on les branche direct sur les préamplis, soit on les fait arriver sur des XLR et on a une autre barre de XLR qui part vers les préamplis, vers les entrées micro des préamplis. Et là, avec Ah oui. des petits Ok. câbles de patch XLR, on va pouvoir router tel micro vers tel ou tel préamp. Ah Voilà, oui, tout oui. simplement. Mais ça, il faut pas utiliser. D'accord. Moi, il faut pas. C'est pas que ça marchera pas. C'est juste que c'est un peu dangereux pour l'équipement, pour les micros et pour les préamps. Oui. Mais il faut pas utiliser des patchs standards en jack comme ça. En jack, Voilà, on ouais. trouve Hmm. des tolls comme celle qui est représentée là dans ton équipement. On trouve comme ça pour quelques Hmm. euros des tolls. On achète les embases XLR, un petit peu de soudure, c'est vite Ouais. fait, c'est pas compliqué à faire. Et on a des patchs qui sont vraiment sécurisés pour l'équipement. Voilà. C'est vrai. Bon, par contre, ça peut peut-être coûter un peu cher. Enfin, ça dépend. Si on choisit de la connectique de qualité, Ça, c'est ça peut sûr. coûter un Ça, peu c'est plus sûr. cher qu'un patch Mais de toute pas façon, bas de gamme, mais entrée de gamme, de quoi. toute façon, ça coûte cher. Par Oui. exemple, les Hmm. petits Behringer, là, je sais pas, à 30 ou 50 euros, je sais pas combien ça vaut maintenant, mais c'est le genre de truc, il y a toujours sur un patch, mettons, il y a, je sais pas, 24 Hmm. x 2, 48 points, un truc comme ça. Il y en a toujours Ouais. quelques-uns qui foirent, qui marchent pas, quoi. Ou alors ça marche, mais Ah dès ouais, qu'on ouais. bouge un peu, ça fait des craquements, des faux contacts, des machins. On branche 3 fois le truc. Dommage. Il faut vraiment. On fait passer quand même tout le signal dedans. Il faut quelque chose de qualité et un patch, ça coûte cher parce que les connectiques, ça fait partie de ce qui coûte le plus cher finalement sur un câble et Hmm. sur la structure de transfert d'audio entre les machines, quoi. Les connecteurs, ça Hmm. c'est important. Ouais.
tout à fait. Alors, il y a quelque chose qu'on peut peut-être souligner, c'est que depuis quelque temps, enfin, les interfaces audio assez récentes ne proposent pas de prise MIDI en fait. Et C'est vrai. je pense que c'est dû au fait que maintenant la plupart des périphériques MIDI sont sous forme de périphériques USB en fait. Exactement. Voilà. En Mais- fait, ça, c'est assez normal. Enfin, c'était presque prévisible. C'est-à-dire que l'USB est capable d'alimenter un clavier maître, même un gros clavier ou n'importe quoi. Euh, ouais. et donc, Bah, c'est le avec. cas du mien, il est alimenté par la C'est prise ça. USB, il y a pas Et d'autre alimentation finalement, externe. avec une simple prise USB, un simple connecteur USB, qu'on trouve partout, sur tous les ordinateurs, qui maintenant est hyper répandu partout, eh bien, on fait à la fois l'alimentation du contrôleur ou du clavier MIDI, et à la fois le Mm. transfert des données. Et comme le MIDI, c'est des infos qui sont quand même plutôt lentes et plutôt... dire, c'est pas les taux d'envoi de données pour le MIDI, ça reste quand même... enfin, un USB C'est 2, pas critique ça va, quoi. le MIDI, Ouais, ouais. ça passe bien dessus, il n'y a pas de problème. Ouais, tranquille, je pense. Alors Ouais, que ouais, sur l'USB tout à 2, fait. pour de l'audio, on va avec 8 entrées-sorties, déjà, je pense qu'on est aux limites. On va pas pouvoir monter très haut en Mm. résolution ou en fréquence, surtout. On va vite être Mm. Mm. dans les limites, quoi. Donc l'USB a quand même... c'est vraiment imposé pour ça. Euh, Après, parfois, certains périphériques nécessitent quand même d'être alimentés parce que, je sais pas, s'il y a des faders motorisés ou il y a des Ouais. choses qui tirent un peu de jus, bah, l'USB n'est pas suffisant. Mm. Donc voilà. Mais Ouais, ouais, ouais. après, moi, je trouve quand même que les prises MIDI ont leur charme Ah oui, et oui. la couche USB pour transporter du MIDI, c'est quand même un peu euh, presque surdimensionné en fait en termes de Mm. nécessité. Enfin, le MIDI, c'est quand même quelque chose d'assez basique et d'assez vieux. Hein, c'est le début des années 80. Ouais, L'USB est capable de complètement, faire ouais, des ouais. tonnes de trucs beaucoup plus complexes, beaucoup plus riches et beaucoup plus Oui, denses. d'ailleurs, on peut même trouver des consoles qui font à la fois interface audio USB, MIDI, enfin la totale, quoi. Exactement. Donc parfois, il y a encore parfois des cartes son qui ont des interfaces MIDI. Parfois, avoir aussi, bah, il y a des équipements qui n'ont pas aussi les connectiques USB encore quand ils sont un peu anciens. Donc Ouais. moi, à titre personnel, j'utilise par exemple mon clavier maître, il n'est pas branché en USB. Il est branché en MIDI parce que sur ma carte son, j'ai une paire d'entrées-sorties MIDI en DIN 5 broches. Du coup, j'utilise ça. D'accord. Et bon. Mais il n'y a pas de honte, hein. Ah non, mais je le vis très bien. Je le vis très bien, t'inquiète pas. Alors justement, bah tiens, puisque tu en parles, on va ouvrir ta configuration de studio. Alors là, on passe quand même quelques crans au-dessus de ce qu'on vient de voir, parce que tu as quand même beaucoup plus de matériel. Alors on va voir ça tout de suite. Voilà, et encore là, je pense qu'on n'a pas pu C'est tout très ranger. schématisé. C'est très C'est très schématisé. très schématisé. Voilà, Bon, alors je peux essayer d'expliquer un petit peu comment tout ça, ça bien sûr, fonctionne. bien sûr. C'est Bon, parti. alors je vais détailler un petit peu cette configuration. Alors, c'est sûr qu'il y a du monde, mais en réalité, c'est pas si compliqué que ça. Alors, au départ, on Il a... y a quand même 4 cartes son si je compte bien. Oui, c'est pas faux. En réalité, il y en a même plus que ça, mais bon. Alors, Ah oui, oui, bon. on parlera du petit carré record après. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Oui, parce qu'il est représenté... Enfin, bon, c'est pas... Alors, Oui, oui, on commence... alors là, j'ai pris n'importe quoi pour le représenter. J'ai pris une interface audio quelconque. Oui, c'est pas du tout ça, mais on en reparlera après. Alors, au Ouais. départ, on a un PC. Hein, ça reste maintenant d'avoir un ordinateur. Ça reste un peu la clé de voûte de toute Mm. configuration de ce genre-là. Et on a, comme dans ta configuration, finalement, des choses qui sont du MIDI avec de l'USB ou du MIDI interfacé comme ça. Et on Mhm. a également des choses qui sont de l'audio. Alors, ça pourra être de l'USB, mais en réalité, moi, j'ai opté pour une carte interne
qui est en PCI Express. Donc c'est une carte MADI RME. Donc c'est une grosse carte son qui incorpore, je ne sais plus la quantité, on est à 192 entrées, 194 ou 196 sorties. Donc c'est quelque chose d'assez considérable. Hein. Ah oui, je pensais que c'était de l'ordre de 64, mais non, c'est énorme. Non. 64 par connecteur. Wow. Donc là, 64 ici, 64 ici. Et ça fait 128 et on a encore un 64 derrière, je ne sais plus exactement. En tout cas, il y a vraiment énormément. On est dans les 390 entrées, sorties, tout mélangé. Donc c'est vraiment considérable. Et donc forcément, là, l'USB, même le Thunderbolt, je ne sais pas si ça serait forcément suffisant pour autant de flux. Donc cette carte, elle est en PCI Express directement sur la carte mère. Et moi j'ai choisi une RME pour la qualité du matériel, mais aussi pour la qualité des drivers. Les drivers sont d'une stabilité à toute épreuve. Ah oui, celle-là, il n'y a rien à dire. Une carte comme ça, on la branche, on installe les trucs au départ, et ça ne bronche plus pendant des semaines, des mois, ça peut rester allumé, il n'y a aucun problème, c'est ultra fiable. Comme toutes les cartes RME récentes, elle incorpore une énorme matrice de routage qui fait qu'on va pouvoir après interconnecter ce qu'on veut à l'intérieur. On ne va pas rentrer dans le détail parce que ça peut vraiment être très très complexe, mais on a déjà à ce niveau-là du routing de patch et d'envoi qui est déjà considérable. Hein. La console, même sur 2 écrans de l'ordi, ça ne rentre pas tellement il y a des voix. Et surtout, sur chaque tranche, on a des effets, donc des EQ, des compressions, il y a même quelques reverbs aussi, délais, qui sont incorporés, qui sont directement calculés dans la carte son. Donc ça, c'est pas propre à ces grosses cartes. Hein. On trouve ça même dans des petites cartes son. Je pense que même la dernière Babyface, elle doit incorporer des trucs comme ça. Même les cartes externes, c'est ce qu'ils appellent le Total Mix, non Exactement, voilà. Le Total Mix, c'est la grande matrice de routage, enfin c'est pas la matrice, mais c'est la grande table de mixage, on va dire, qui permet de gérer toutes les entrées, toutes les sorties et tous les flux internes qui viennent des logiciels, tous les flux de lecture. D'ailleurs, on en reparlera à la fin, comme on l'avait évoqué en préparant la vidéo. On reparlera du routine interne. Exactement, on pourra en reparler après. Des interfaces. Ouais. Voilà. Donc déjà à ce niveau-là, ça c'est vraiment le centre névralgique de toute la configuration. Alors on a représenté un petit casque ici parce qu'en réalité il y a une sortie analogique, une sortie casque, qui permet d'avoir un retour direct avec des convertisseurs qui sont des très très bons. Hein. C'est des Texas Instruments que je connais bien. C'est des PCM 1792 ou 1794. C'est des très bons convertisseurs. Et ce qui fait que si je veux monitorer quelque chose à l'intérieur de mon système, eh bien avec le casque ici, j'ai quelque chose qui est direct. Voilà, ça me sert, ces sorties-là, elles pourraient servir pour brancher des enceintes, un monitoring, mais déjà c'est une sortie plutôt casque, stéréo. Donc asymétrique, c'est vraiment pensé pour du casque plus que pour des moniteurs. À ce niveau-là, c'est pas vraiment très pro de mettre des moniteurs là-dessus. Mais en tout cas, c'est une sortie que j'utilise moi pour du monitoring interne dès que je veux vérifier quelque chose en interne, ou écouter des bus, ou quand je veux travailler au casque, je travaille de cette manière-là. Alors, ces cartes, c'est bien beau, ça a des performances incroyables qui font rêver tout le monde. Mais il n'y a pas, à part cette sortie casque, il n'y a pas une seule entrée-sortie analogique dessus. C'est entièrement des flux audio numériques. Donc c'est une carte qui est en MADI. Alors le MADI, c'est un protocole qui a été développé par l'AES qui permet de transporter des flux audio numériques. Alors on a 64 canaux dans un sens, 64 canaux dans l'autre sens. En fait, les connecteurs qu'on voit ici là, sont des connecteurs doubles. Il y a entrée, sortie côte à côte. Et c'est de la fibre optique. Et les deux câbles sont collés l'un contre l'autre. Parce que j'ai jamais vu de ma vie une embase MADI. Je sais pas à quoi ça ressemble en fait. C'est de la fibre optique. C'est des choses qu'on utilise aussi sur les réseaux. En fait, ils ont repris au niveau physique, ils ont repris quand les protocoles ont été mis en place, ils ont pris des choses qui étaient déjà existantes au niveau des connecteurs, au niveau de tout ça. Donc c'est pas spécifique au MADI, on le retrouve parfois ailleurs.
C'est vraiment des connecteurs pour fibre optique avec des Est-ce que une ça embase. ressemble un peu à la date, par exemple? Bah, la fibre en elle-même, oui, même si elle a peut-être pas tout à fait les mêmes performances. Mais par contre, les connecteurs, non, c'est quand même un peu plus gros et surtout les deux sont liés ensemble physiquement. C'est pas deux câbles séparés. Ah, C'est un seul ah, câble d'accord. qui fait l'aller-retour, mais avec deux fibres qui sont collées l'une contre l'autre. Hein. Ah, ok. Et alors, soit on est comme ça sur de la fibre optique, soit on a la possibilité d'avoir du coax pour transporter le MADI, ce qui est aussi parfois intéressant. Mhm. La fibre, ça a l'avantage d'une isolation galvanique parfaite. On peut monter jusqu'à plusieurs kilomètres sans avoir besoin d'un répétiteur, donc on peut vraiment éloigner les convertisseurs si on a besoin. Enfin bon, Hmm. c'est quelque chose d'extrêmement performant, le MADI, même si il y a mieux, en tout cas il y a plus ergonomique et plus fonctionnel encore que ça, notamment avec le Dante, on pourra en parler aussi peut-être tout à l'heure. Ouais. Mais Mhm. l'intérêt du MADI, c'est de pouvoir transporter sur un aller-retour de fibre optique 64 canaux dans un sens et dans l'autre. Donc ça C'est fait, déjà très confortable quand c'est même. déjà très confortable. Et donc ces connecteurs, les deux connecteurs optiques, enfin les deux doubles connecteurs optiques sont reliés à deux Orion 32. Alors il y a une Orion 32 et une Orion 32 Plus qui est pas tout à fait le modèle qu'on voit là. En fait ça c'est la troisième génération et moi celle que j'ai c'est la deuxième génération qui est D'accord. grise claire comme celle-là. Mais Mhm. l'afficheur, il est de cette couleur-là. Ah, Enfin ok. bon, c'est un peu un mix des deux quoi, au niveau de la façade, mais c'est à peu près pareil. Hein. Euh, donc c'est des cartes son en elles-mêmes qu'on pourrait relier en USB sur l'ordi et faire transiter entre la carte et le PC, faire transiter de l'audio par l'USB. Hmm. Ça fonctionne pas mal. Mais dans ce cas-là, on va utiliser les pilotes de cette carte son euh, et on sera un petit peu limité à ce que cette carte son pourra rentrer et sortir par rapport à son protocole USB. Donc on est quand même beaucoup moins performant en travaillant comme ça qu'en travaillant en utilisant cette carte comme un simple convertisseur MADI. Et moi, c'est comme ça que je les utilise. Donc j'utilise Ah. les Orion comme des convertisseurs. Hmm. 32 à chaque fois, hein, elles ont 32 entrées analogiques, 32 sorties analogiques. Pareil pour celle-là, Ouais. donc ça me fait 64 entrées, 64 sorties analogiques qui sont reliées en MADI sur ma carte PCI Express ici. Donc D'accord. ça a l'avantage d'être très performant. Pour le coup, le MADI est un protocole vraiment robuste. Donc quand Mhm. j'allume tout ça, quand j'allume les cartes son ici, là, les Orion, en l'espace Mhm. d'une seconde à une seconde et demie, la synchro est faite et je peux travailler. Donc c'est Ah, d'accord. extrêmement... Enfin, ça marche très très bien. Hmm. C'était moins performant quand au départ je les ai testés vraiment en carte son. Parfois ça m'arrive de les utiliser comme ça quand, par exemple en parallèle de cet Orion qui va travailler, par exemple pour envoyer on en parlera après sur la console, toutes mes tranches. Si je veux Mhm. travailler avec un autre soft, avec une autre carte son, quelque chose de complètement indépendant sur le même PC, bah, je vais utiliser la liaison USB ici, mettons sur la deuxième Orion pour en faire une carte son. Je vois plus. Alors voilà, donc finalement, ces Orions ne me servent que comme des convertisseurs en fait, voilà, qui sont d'excellente qualité. D'accord. Et comme j'avais aussi cette carte son, c'est une Fireface 800, qui était ma carte son de Home Studio, on était plutôt dans une config similaire à la tienne hein, il y a quelques années. Mhm. Ben, je ne l'ai jamais vendue et cette carte son, alors elle est en Firewire, ce qui est moins pratique à utiliser, donc je l'utilise plus en carte son, mais je l'utilise Ah, en ADAT avec l'Orion. Et là, d'accord. l'intérêt, c'est que bah, ça va me rajouter encore des entrées-sorties analogiques supplémentaires. Alors, on pourrait se dire, qu'est-ce qu'on va faire de Mais tout alors, ça? si je comprends bien, alors avec une Orion, tu peux avoir 32 pistes en MADI, plus les 32 pistes en USB éventuellement en parallèle Alors, ou... Non. Non, c'est Le les mêmes MADI, normalement, non, non? alors le MADI transporte 64 canaux. Donc, on reste dans les 44 ou 48 kHz. Si on double, évidemment, on divise par deux le nombre de canaux. Bon, ça, c'est classique. Donc, Ah on va oui. dire qu'on est dans les fréquences standards en 44 ou 48. Donc, on a 64 canaux dans un sens, 64 dans l'autre. Donc, 64 bidirectionnels. Mais la carte, ensuite, elle a que 32 convertisseurs analogiques numériques dans un sens Ah et oui. dans l'autre. Il fait qu'il reste encore, quelque part, 32 flux numériques qui arrivent et qui peuvent repartir dans le MADI.
et qui sont pas routées D'accord. sur les convertisseurs internes. Et donc, ces cartes son, Mhm. derrière, elles ont encore toute une rampe de port à date, par exemple, ce qui fait qu'on va pouvoir mettre facilement 16 ou 24 convertisseurs derrière en plus, branchés en ADAT, qui seront différents des Ah ouais. 32 qu'elle va convertir elle-même. D'accord? Ah ouais, Et non, mais ça donc, fait une sacrée puissance de feu, là. oui, ah oui, 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 parce que là, on est déjà à 64. Je sais plus, je crois qu'on en a au Ouais, moins 24 ici, plus 24 ici, donc on peut en rajouter déjà 48. Donc ouais. voilà. Mhm. Hein, on a il y a, D'accord. il y a de la conversion. Euh, C'est clair. Sans compter que je pourrais brancher encore une troisième Orion si je voulais en MADI hein, sur la RME. Donc D'accord. c'est le genre de carte qu'on va utiliser quand on est dans des grosses, soit dans des gros Mhm. studios où on a besoin de beaucoup de pistes, soit dans des gros enregistrements d'orchestre symphonique ou des choses comme ça. Ça m'arrive Ah oui. d'amener des Orions, d'amener ça, d'amener mon PC, la tour comme ça dedans, pour pouvoir mettre Mhm. des ribambelles de micro dans tous les sens. Là, c'est l'outil parfait, quoi. D'accord. Voilà. Ah oui, oui. Alors, à noter Ok. que malgré tout, les Orions sont connectés en USB au PC, mais je ne fais pas transiter Mhm. d'audio en temps normal. Ce qui D'accord. transite, c'est simplement que l'USB me permet de piloter les drivers internes et de faire le routing interne. Oui. Ce qui fait que j'ai par exemple les 32, les MADI de 1 à 32 vont partir sur les convertisseurs internes. Et le Mhm. 33, 34, 35, 39, etc., par exemple, vont partir sur la date. Voilà, je vais pouvoir D'accord. définir comme D'accord. ça le routing interne des Orions par les ports USB. Et Ah. c'est uniquement à ça que me sert la connectique USB. Voilà. Maintenant, Ah, mais c'est dans super. Nuendo, dans C'est super. Cubase, dans la liste des cartes son, elles apparaissent puisqu'elles sont branchées, qu'elles sont installées. Et je pourrais très bien les Mhm. utiliser comme carte son si je voulais. Mais dans ce cas-là, ça serait l'une Mhm. ou l'autre. Et dans ce cas-là, j'aurais aussi beaucoup moins de performance parce que si j'en mets une en carte son, Oui. bah, l'autre, elle sert plus à grand chose. À Ah part à oui. la mettre Ah oui. à la mettre en esclave, en MADI, l'une avec l'autre. Mais c'est tout, Mhm. quoi. Voilà. Et D'accord. encore une fois, la robustesse des drivers est bien meilleure en passant par une configuration comme ça qu'en allant directement. Voilà. Donc, Ah ceux qui oui, ok. s'intéressent à des configs un peu musclés, ou qui veulent faire vraiment avoir beaucoup de pistes, soit pour enregistrer, soit pour aller attaquer, comme on va voir après, des consoles, je pense que ce genre de configuration, c'est vraiment pas mal. Alors, c'est sûr que ça a Mhm. un coût, mais Ah. en même temps, c'est du matériel qui, une fois qu'il est bien installé, est fiable normalement et on en a pour longtemps. Et c'est Mhm. vraiment de la qualité. Donc, Mhm. c'est un investissement, mais en même temps, ça permet voilà, de faire un peu tout ce qu'on veut. Alors, pour continuer à expliquer un peu le reste, hein, bah, c'est finalement assez Mhm. simple. Disons que les 32 ici sorties analogiques de ma première Orion vont par des sub-D, 4 gros sub-D vont alimenter les 32 tranches de la première des deux consoles. C'est une Mhm. M3500 de Tascam. Et donc les entrées de base n'étaient pas symétriques sur ces consoles-là, les consoles des années 90. Ah. Ah oui. Et Ok. ouais, c'est-à-dire que Ah, je me rappelais plus de c'est ça. des Si, tu me consoles l'avais expliqué, qui, mais ouais, c'est des ouais. consoles comment dire, qui étaient un peu entrée de gamme dans les années 90, mais c'est l'époque des SSL. Mhm. Il n'y avait rien entre les toutes petites consoles, 8 voix, 12 voix, voire Ouais. 16 voix, quoi, ou Mhm. 24 Mhm. pour les plus grosses, qui étaient des petites consoles voilà, de home studio analogiques de l'époque, Et oui, j'ai et eu les une grosses consoles de Mackie studio. 14.2 VLZ. Oui, voilà. Bon, en fait, cette série de consoles, elle reprend vraiment le modèle de la console inline avec énormément de routing interne. Alors là aussi, on pourrait passer une vidéo entière à décortiquer le routing interne de la console, mais disons Alors que juste, on pourrait peut-être expliquer ce que ça veut dire inline du coup. oui, alors c'est pas facile à expliquer rapidement, mais Question piège. non, c'est pas un piège, c'est juste que c'est complexe. Non, non. Enfin, c'est pas si complexe que ça. C'est-à-dire que la console, c'est une 32 voix. Mais en réalité, il y a 2 entrées par voie. Donc il y a l'entrée principale qui Ah est soit voilà, micro, soit ligne. c'est ça. On sélectionne en haut hein, de la tranche si c'est micro-ligne, on règle les gains, on a les coupes-bas, les équaliseurs, les envois, etc. Bon, tout ça x32. Mais on a aussi un retour magnétophone
qui est Ah, sur chaque voilà. tranche, qui fait qu'on peut avoir une autre entrée ligne, on va dire. Et cette autre entrée, elle va sur un petit fader. Alors, il faudrait que faudrait qu'on voit en plus grand pour comprendre, mais bon. Hmm. Et ce petit fader, lui, il est routé aussi dans le mix principal, ce qui fait qu'on a 32 grands faders et 32 petits faders qui, techniquement, peuvent D'accord. être alimentés par des sources différentes. Alors, Ok. autrefois, ça servait, par exemple, pour avoir, sur les grands faders, on mettait les micros principaux de l'orchestre ou des musiciens qu'on était en train d'enregistrer. On faisait sa balance, ça repartait dans les direct out derrière, ou ça repartait sur les bus éventuellement si on n'enregistrait que en 8 pistes. Mais si, mettons, on enregistre sur 24 ou 32 pistes, ben, on renvoie sur les direct out de chaque piste vers le magnéto. Donc comme ça, on est passé par Mhm. le préamp, on a fait un peu nos volumes ici. Et les retours magnéto en direct vont dans les petits faders. Et ce qui permet de faire D'accord. le retour et la balance pour le mixeur pendant qu'on enregistre. Ce qui fait que Ok. on a une balance en gros qui s'enregistre là avec les gros faders et avec les petits faders on fait la balance pour écouter, pour le monitoring pendant l'enregistrement. Il y a des petits boutons flip en haut qui permettent d'inverser la partie monitoring des petits faders et les grands faders. Ce qui fait que dans ce cas-là, ben, c'est les petits faders qui Ok. servent à régler les niveaux d'enregistrement, enfin, le départ magnéto vers le direct out, et les grands faders servent à faire la balance de retour. Mais on peut, comme les entrées sont séparées, on peut s'en servir par exemple pour faire des entrées supplémentaires. Donc techniquement, c'est une 32 voix qui peut en rentrer 64. Et si on Ah, rajoute les super. retours d'effets derrière, en plus qui sont dans le master, on a en réalité, Hmm. je crois que j'avais compté 72 entrées simultanées. Bon, le but, c'est pas Ouais. forcément d'aller Ouais, au c'est énorme. maximum, mais C'est énorme. ça permet d'avoir un Oui, routing oui. assez complexe parce qu'on peut faire des flips, des inversions sur certaines voies, pas sur d'autres. Les bus Ah, oui, ici oui. peuvent aussi repartir en interne sur certaines voies. Bon, donc D'accord. c'est assez. Ça paraît pas comme ça, mais c'est assez complexe. Alors, pour en Si, si. revenir un peu à la config, Si, si, ça paraît quand même. les, l'Orion principal me sert essentiellement à envoyer ici vers la console, qui me sert donc de sommation. Et alors, pour en revenir à cette histoire des entrées qui sont asymétriques, en fait, j'avais un stock, un gros stock, c'est un peu dans mon trésor, dans mon coffre-fort, un gros stock de Transfo Lindal, qui sont parmi les meilleurs transformateurs Ah, oui. audio qui existent, ligne. J'en ai 44 ou un truc comme ça. Et donc j'en ai pris 32 que j'ai placé à l'intérieur. Et donc j'ai symétrisé Ah, toutes les entrées sub-D de la console sur des transfos ah ouais, Lindal. Donc top. techniquement, il y en a pour plus cher de transfos que la console elle-même. Parce que c'est les transfos, c'est un peu les transfos qu'on retrouve dans les consoles, les Focusrite, le fameux préamp ISA 110, qui a été designé par Rupert Neve, Ah hein. oui. C'est Oui, des oui. transfos Lindal. C'est pas tout à fait le même D'accord. parce que c'est des transfos micro, mais là c'est quand même des Hmm. gros transfos qui ont vraiment on a de la marge de manœuvre, on peut rentrer bien fort dedans, on peut Hmm. aller les chatouiller, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça c'est un upgrade vraiment conséquent qui rend ce genre de console qui a quand même bien plus de 30 ans maintenant, une trentaine d'années, donc il les rend vraiment pertinentes pour faire de la sommation. D'accord. Notamment, et donc en mix, c'est vraiment comme ça que je vais les utiliser. Alors, je l'utilise Hmm. pas trop en prise de son parce que j'aime bien utiliser des préamps externes dans les racks et tout. Donc ça revient directement. Ah, voilà. Mais je pourrais très bien les sorties direct out, les faire revenir sur l'Orion avec 4 autres sub-D et utiliser les préamps internes si un jour j'ai besoin. C'est juste des D'accord. branchements à faire. Techniquement, je les utilise pas parce que euh, quand je suis chez moi, j'ai rarement besoin d'avoir 32 préamps en même temps. Et puis j'en ai déjà Ouais. pas mal aussi dans les racks j'utilise. Mais et puis quand je suis en presta à l'extérieur, j'emporte pas une console qui fait 90 kg. Donc Je comprends. voilà. Je comprends. Donc du coup, je l'utilise vraiment plus en sommation ou alors quand j'enregistre des musiciens. Et c'est là où on revient un peu avec ce dont on parlait au tout début, cette histoire de switch qui fait la bascule entre le moniteur direct et ce qui vient du logiciel, le retour du logiciel, tu vois, pour le casque. En fait, je le fais directement dans Ouais. la console. Donc, D'accord. par exemple, quand je vais enregistrer un chanteur, ce que je vais faire, le routing, il sera, je vais essayer peut-être de dessiner un peu, peut-être qu'on va essayer de comprendre un peu mieux comment ça se passe comme ça.
Oui. J'ai un micro qui sera branché, on va dire que ça c'est mon micro, qui sera connecté sur un préampli qui est dans mon rack, d'accord? Mhm. La sortie via les patchs va aller dans un convertisseur, alors ça peut être l'un ou l'autre, peu importe, hein, directement sur l'Orion ou par la date, bon, peu importe. En tout cas, passe par un D'accord. convertisseur Mhm. et revient donc dans l'ordi, alors par ici, hein, pas par là du tout, Ah, mais par le on MADI. m'a dit, Voilà. d'accord. Et Mhm. donc, je l'enregistre de cette manière-là. Donc, je passe pas par la table de mixage pour l'enregistrement en lui-même, quand j'enregistre une voix ou des instruments. Ah oui, d'accord, La d'accord. table va me servir plutôt pour le monitoring à ce moment-là. Donc, dans Mhm. le logiciel, dans le driver, dans le soft, etc., je vais mouliner ma voix euh, pour la traiter. Je vais rajouter de la reverb, je vais mettre peut-être un petit compresseur pour voilà, donner un peu de texture à la voix. Je vais pas enregistrer ça, hein, c'est vraiment des effets que je mets sur ma Mhm. piste en témoin hein, pour le confort. Et D'accord. ça repart donc à l'extérieur et ça Mhm. repart donc ici dans la console. Donc par exemple, D'accord. ça va revenir ici sur la tranche 1-2, mettons 1-2, ça sera la voix. Moi, je pourrais faire sur le 1, hein, tout court, parce que la voix, ça sera mono. Et par exemple, sur le Mhm. 3-4, je vais mettre la reverb. Et puis après, sur le 5-6, ça sera par exemple le PBO, c'est-à-dire tout l'accompagnement, qui lui est en lecture dans le logiciel et arrive par ici. Donc je vais comme ça D'accord. éclater mon mix. Alors si j'ai un mix en cours, bah, il sera déjà tout éclaté sur les 32 voix. Si c'est un mix, si c'est juste des stems, ça prendra peut-être un peu moins de tranches. Mais je vais comme ça éclater toutes mes parties là-dessus. Et l'intérêt, si par D'accord. exemple, mettons, bon, on va dire ici c'est la drum, 7-8 c'est les guitares, 9-10 ça sera les claviers par exemple. Bon, Mhm. et j'ai éclaté un peu mon truc comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ben, en fait, tous les départs d'envoi là ici, les départs d'auxiliaires qui sont dans la console ici, me permettent de faire un Mhm. mix pour des aux. Donc, par exemple, sur aux 1, je vais avoir un mixage particulier de toutes ces tranches-là qui arrivent. C'est le truc classique, hein, comme on Ah fait oui. dans les logiciels, il n'y a rien de... Mais je le fais Oui, sur la oui. console, ce qui en fait est extrêmement pratique. Beaucoup plus pratique que de le faire dans le logiciel, parce qu'on est Ah. vraiment, on a les trucs sous la main et on corrige en temps réel. Et oui. Mais ça va plus Mhm. loin que ça, tu vas voir. Donc après, de là, bah, je vais pouvoir partir sur le casque du chanteur. Ce qui fait que D'accord. lui, il va pouvoir avoir une balance que je vais lui faire ici, et moi j'aurai une balance ici qui sera différente. S'il veut plus de reverb, je lui monte sa reverb, moi je la mets comme je veux pour moi. Mhm. S'il veut plus s'entendre, je monte plus la D'accord. voix, moi j'en mets moins de voix, etc. Alors, Ah oui, ça d'accord. c'est la version idéale. Maintenant, le problème, c'est celui dont on parlait tout à l'heure, c'est la latence. Euh, et ça, j'en parlais dans une petite vidéo vlog que j'avais fait il y a 6 mois, un truc comme ça, où je réexpliquais ça face à la console, la petite astuce que j'ai trouvée pour supprimer complètement la latence du chanteur, alors que Ah j'enregistre, que oui. j'ai des effets aussi, j'ai de la reverb et j'ai tout un tas de trucs qui tournent derrière. En fait, ce que je fais, c'est que dans le driver, je vais mettre une autre couleur pour qu'on distingue bien, mettre du rose, voilà. Dans le driver ici, en même temps que le micro part dans le logiciel pour s'enregistrer, en même temps, je le détourne direct vers la sortie, dans le driver interne de la carte son. Ah. Ce qui fait Ah que oui. je vais avoir, alors on va dire par exemple le 1, ici c'est la voix qui vient du dos, du logiciel, et Mhm. 2, ça va être celui qui arrive comme ça, qui est direct. C'est la voix D'accord. en direct. Et là, la Ah latence, oui, c'est ok. la latence de conversion. Donc c'est une latence qui est de 2-3 millisecondes, qui est ultra faible. C'est-à-dire que quelle que soit la latence du Mhm. système, ça ne change pas ici le temps que ce soit renvoyé. Donc c'est renvoyé instantanément, on va considérer que c'est instantané. Ce qui fait que j'ai Ouais. deux tranches où la voix revient, une où elle est instantanée, mais du coup elle est brute, elle n'est pas traitée, et une où elle est D'accord. traitée et où elle a la latence du reste. D'accord? Ok, ok.
D'accord. Ah oui, oui. L'intérêt de ça, c'est quoi? C'est que ensuite, bah, pour le chanteur, évidemment, dans son casque, ça part dans le casque tout le temps. Donc c'est ouvert tout le temps. Hmm, Que je sois en train d'accord. d'enregistrer, de faire quoi que ce soit. Ça veut dire que lui, quand il parle, il s'entend dans son casque en permanence. Ça fait un circuit micro, comme ça, hop, et ça part dans le Ouais. casque. Et ça, c'est quel que soit ce qui se passe dans l'ordi. C'est-à-dire que je pourrais éteindre Cubase ou Nuendo ou n'importe quoi, il continuera à s'entendre. Hein. Ah oui, oui, Ça ok. passe par la carte interne, tant que la carte son est alimentée, elle reçoit les données, elle les Hmm, renvoie, et le musicien ou le chanteur s'entend en direct. Maintenant, d'accord. la difficulté, c'est que parfois, j'ai besoin de lui faire écouter la prise qu'on a fait. Par exemple, quand on fait des drops, il faut qu'il s'entende, et ensuite... donc, dans ce cas-là, eh bien, la voix, celle-ci, là, celle qui est traitée, donc Du dos, ouais, ok. celle-là, eh bien, je vais la couper ou la désactiver manuellement avec un mute des aux, avec un petit switch ici. D'ac- Donc, Ah au oui, ok. moment où je fais le drop, eh ben, j'active ou je désactive pour qu'on puisse basculer du retour de ce qu'il a enregistré, qui est lu par le logiciel, à lui qui chante. Parce qu'évidemment, Hmm, si je laisse les deux ensemble, il va s'entendre en double, une en fois, décalé, ouais. une fois en Ouais, direct c'est et ça. une fois en décalé. Ça, c'est vraiment désagréable. Donc une fois qu'on a le coup de Oui. main, on ne se trompe pas et c'est assez performant quoi, et très efficace. Et en tout cas, c'est très confortable Hmm, pour le chanteur parce que du coup, il a vraiment une balance comme il veut et il a quasi zéro latence. Voilà, ça c'est vraiment la solution que d'accord. j'ai trouvée quand j'étais face à des musiciens qui me disaient non, je peux pas, là, s'il y a trop de latence, ça marche pas. Ah ouais, Et super. ça, bon, Hmm. avec une console, ça me permet de faire ça. Alors, je pourrais le faire en interne, en routant sur des sorties séparées, mais il faudrait cliquer, mais cliquer à l'intérieur du driver, de la carte, enfin, de la table de Hmm. mix du driver RME, mais du coup, je suis pas sur le Ouais, logiciel en train c'est pas d'enregistrer en hyper même temps, donc du coup, confortable, c'est quoi. pas très pratique, quoi. Ouais. Là, Oui, le coup de oui. la console, c'est vraiment, vraiment, vraiment pratique de travailler comme ça. Là, il y a rien à Ah dire, ouais. c'est vraiment, vraiment super efficace. Euh, Hmm. alors, par contre, évidemment, pour moi, sur les gros faders, pour mon retour, la voix en direct, celle-là, je la coupe. Je l'envoie pas. Elle Ah reste à oui. zéro. Oui, oui, Ça n'a oui, aucun oui. intérêt Je pour moi comprends. de renvoyer tout le temps. Et moi, je l'écoute en permanence à travers la latence. Traité, Et quoi. pour moi, Ouais, je ouais. m'en fiche, en Ok. fait, d'avoir de la latence. Ça me permet Oui, oui. voilà, de monitorer comme je veux. Donc ça, c'est un peu le process de travail. Et tu vois que finalement, au niveau du routage, bah, ça correspond un peu à ce qu'on ferait dans Cubase avec les Q-Sound. Hein, finalement, c'est la même chose. Oui. Mais on l'a Ouais, déporté à ouais. l'extérieur. Tu vois. D'accord. Et Hmm. alors, Ah oui, pour oui. finir rapidement avec le reste de la config, bon, j'ai une deuxième console qui est pas tout à fait la même, c'est la 3700. 3700, elle a des VCA ici, au lieu d'avoir des simples faders audio. Et elle a Ah. ici un ordinateur de bord qui date des années 91, 92, donc qui date avec des Oula. disquettes 3 pouces et demi là. Donc l'intérêt de cette upgrade avec les VCA et l'ordinateur interne, c'est que cette console en fait, elle peut gérer les automations. C'est Ah assez oui. rudimentaire, hein, les faders ne sont pas motorisés, mais quand Mhm. on fait un mouvement de fader et que l'ordinateur est synchronisé à une source de timecode externe, qui peut être d'ailleurs Cubase, hein, si on veut, hein, en MIDI, puisqu'elle a Mhm. des prises MIDI pour l'instant. Pour le coup, c'est pas du MIDI sur USB, mais des vraies prises MIDI. Eh bien, on est capable d'enregistrer les mouvements des faders et de les relire ensuite sur les VCA. Donc les faders vont pas bouger, mais les volumes vont bouger réellement. Et Ah, l'intérêt de ok. ça, alors cette console, elle est un peu fatiguée quand je l'ai récupérée. Elle était d'ailleurs en panne, hein, ça j'en parle sur ma chaîne. Hmm. J'ai fait un peu toute la réparation. Maintenant, elle fonctionne, mais il y a un peu de restauration à faire. Il y a vraiment du nettoyage à faire. Donc, Ah. il faut vraiment la passer, vraiment, voilà, il faut lui refaire une petite jeunesse. Du coup, je ne l'utilise pas vraiment pour l'audio encore, Hmm. mais par contre, en MIDI, bah, à chaque fois que je bouge un fader, ça m'envoie des messages MIDI que je peux récupérer ici dans l'ordi et l'utiliser comme un gros contrôleur. Donc finalement, Ah, je peux d'accord. l'utiliser comme une surface de contrôle qui ne serait pas motorisée, Mhm. mais qui me permet de pouvoir Ah faire ouais, c'est des quand même automations intéressant. et Ouais, ouais. enregistrer les automations dans l'ordinateur. Et Mhm. l'intérêt aussi inverse, c'est que quand je ferai passer de l'audio dedans, l'ordinateur pourra lire les automations en MIDI et me les envoyer pour réellement changer les volumes de la console. Ah, oui, oui, d'accord. Ce qui veut dire que je ne vais pas forcément utiliser la mémoire interne de l'ordinateur, les floppy disks et tout ça,
simplement écrire en bougeant mes faders les automations dans Cubase ou dans Nuendo. Et quand Ah je le mets en oui. lecture, c'est Nuendo qui prend le contrôle sur les faders. Alors peut-être si j'ai le courage et le temps, un jour j'essaierai de motoriser un peu les faders, puisque Ah, finalement il y a ça déjà c'est un tous les gros chantier VCA, il y quand a déjà même. toutes les... Alors c'est sûr que c'est un gros chantier, mais quelque part il y a déjà un peu le travail qui est fait, parce qu'il y a l'ordinateur qui va me réceptionner les infos MIDI, envoyer les tensions de commande au VCA, donc en fait il faudrait que je réceptionne ces tensions pour après venir Ah oui. placer les faders. Bon, c'est du travail à faire, je ne sais pas si je le ferai un jour. Mais en tout Hmm, cas, déjà telle qu'elle, elle est fonctionnelle. Et donc là, les deux consoles, il y en a une qui sert vraiment pour l'audio et l'autre qui sert plutôt de contrôleur pour l'instant. d'accord. Euh, D'accord, alors d'accord. ensuite, oui, alors j'ai un clavier maître, hein, ça c'est quand même indispensable. Et Mhm, j'utilise la CC 121 qui est pas mal, qui a des défauts, mais qui est quand même pas mal aussi. mhm. J'ai en projet, notamment pour du DIY, des petites choses là-dessus. On en reparlera plus tard de ça, mais Ouais. Et lui, son fader est euh, motorisé à la CC21? le fader est motorisé, tout 121, à fait. ouais. Ça c'est pratique. Il y a des boutons assignables, les EQ, on peut les faire direct. C'est quand même une belle machine, hein, je ne vais pas cracher Mhm. dessus. Je trouve que il manque quand même des petites choses. Bon, notamment tout ce qui est control room, tout ça, c'est un peu faiblard. Ils auraient pu vraiment le prévoir, mais je pense que la control room dans Cubase est arrivée un petit peu après, je pense, Mhm. la mise au point de cette machine. En tout cas, je pense que là, ils n'ont pas bien synchronisé le hardware et le software, et du coup, bah, c'est pas vraiment incorporé. D'accord. Voilà. Et il reste ça. Alors, point d'interrogation, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que donc que c'est? Non, alors ça, c'est un petit projet, mais en plus, voilà, tu vois, ça fait 3 mois que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne, j'ai été dépassé par le boulot, tout ça, mais en fait, ça fait partie des choses dont je vais parler bientôt, mais je peux faire une petite exclue là. Sur ta Bah oui, chaîne, oui. on va en parler comme ça. En fait, j'avais déjà parlé un peu de cette record box qui a pas du tout cet aspect-là, hein. C'est juste. Oui, oui, alors en fait, j'ai pris C'est- une interface Steinberg d'ailleurs, je crois, une Oui, oui, oui. UR44 ou un truc comme ça. Que je possède en plus, hein. Ah bon? Et que j'utilise dès que j'ai besoin d'être une petite config en extérieur, bah, j'utilise une UR44, ça marche très très bien. Ah ok, ok. Non, en fait, la record box, c'est tout simplement une boîte avec marqué record, voilà, qui s'allume en rouge quand on Ah lance oui, l'enregistrement dans oui, Cubase oui. et qui devient vert quand on est en lecture et qui Je l'ai, s'éteint quand on fait rien. je l'ai Voilà. vu, effectivement. Elle est derrière moi, je sais pas si on la devine là-bas, mais C'est le et, principe euh, et si du... je lance la lecture, alors attends, je vais te la montrer, je vais te la montrer, Ouais, ouais, bouge pas, elle est bouge pas. magnifique. C'est le principe du in-air dans tous les studios. Exactement, Ouais. exactement. Voilà, alors attends, je vérifie que l'image elle tourne Et ce qui est bien. magique, c'est qu'effectivement, c'est Cubase qui la commande en fait. Voilà, alors là, voilà, tu vois la record box là. Ouais. Elle est connectée en USB. Sur l'ordi, hein, je l'ai déclaré dans Cubase comme un petit périph' externe, hein, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Et si je lance la lecture, ça passe en vert. Voilà. D'accord. Si on voit, D'accord. il y a la Ouais, lumière ouais. en face, donc c'est un peu... Voilà. Donc ça Ouais. passe en vert. Et si je lance l'enregistrement, hop, ça bascule en rouge. Ouais, ouais. Donc ça suit C'est ça. exactement le code couleur. Et c'est instantané, c'est transparent pour le logiciel, ça fait aucune difficulté. Donc ça, en fait, Super. c'est un petit truc, c'est un petit projet que ça fait un moment, hein, j'en parle aussi dans le vlog en question, hein, on pourra faire le lien si tu veux là-dessus. Oui. Oui, oui. C'est, je vais, sous cette forme-là, je vais peut-être en proposer quelques-unes sur la boutique. Il y en aura Hmm. peut-être une petite dizaine comme ça, parce que voilà. Mais Ah bah après, oui, je oui. pense que je vais proposer un petit kit avec juste l'électronique. Il y aura juste en gros à le connecter en USB, enfin souder les LED, il y a un petit peu de contrôle, de microcontrôle, microcontrôleur, etc. quand même. Mais Mhm. juste en gros un câble USB. Une fois qu'on a soudé les trucs, on le déclare dans le logiciel et après on le met dans la boîte qu'on veut, on le customise comme on veut. Oui. Et du coup, ça se fait Ouais, un ouais. petit record box qu'on peut se customiser pour facile et pour pas cher. Voilà, donc ça c'est la Trop petite bien. touche perso, mais qui Ouais. est quand même important hein, quand on travaille avec un chanteur ou un musicien à côté. Ça Ah lui oui, permet oui. de savoir, notamment quand on fait les drops, le Ouais. moment où ça passe de vert à rouge, et ben, il sait que là, hop, ça y est, l'enregistrement démarre. Hmm. Voilà, c'est le genre de truc qui est assez intéressant.
Ouais, ouais, très bien ça. Ouais, ouais. Excellent. Mhm. Alors que Après, ton compresseur de mastering, par exemple, lui, j'imagine qu'il est dans un send return ou non? alors lui, en Ou fait, alors c'est il l'inverse, est... il sort, tu n'as que des entrées des Orion dessus et ça sort sur ta console analogique à ce moment-là ou... Non, en fait, la sortie de la console analogique, ça on n'en a pas parlé, le master, il repart pour se réenregistrer dans l'ordi. Et en même temps, toute la section monitoring ici, qui est très complète de la console, va vers les enceintes. Donc Ah je ok, peux avoir plusieurs paires, etc. Et je peux monitorer ce que je veux. Donc j'utilise ça comme système de monitoring, si tu veux, comme d'accord. control room du studio. Mhm. Mais après, les périphes, soit ils sont branchés sur un patch, ce qui est le cas parce qu'en fait, les racks sont en plusieurs parties, tout n'est pas situé physiquement dans la même baie. Donc Mhm. du coup, par exemple, les gros compresseurs et gros EQ qui me servent plus en mastering, ils sont de mémoire, c'est la RME, la Fireface qui sert de convertisseur à date qui est D'accord. relié dessus. Et ça doit passer par le patch. Ouais, ça passe par le patch, ce qui fait que là j'ai 8 entrées, 8 sorties, mais en vrai j'utilise pas les 8 forcément toujours en même temps. Mhm. Donc du coup j'ai un routing qui est fait déjà de base dans le patch, qui fait que en fait c'est transparent, hein, j'ai même plus à les brancher quand j'utilise, mais Mhm. dès que je veux mettre autre chose, un périph que j'utilise pas souvent, ou les mettre sur une autre tranche ou comme ça, je peux le faire via le patch. Et le D'accord. patch en fait, vu le nombre d'entrées-sorties de la config, j'ai pas non plus 50 000 périphes, si tu veux. Mhm. Donc, Mhm. en vrai, le patch serait plus pertinent dans une config comme la tienne, où tu as peut-être, où tu manques un peu d'entrée-sortie, Mhm. pour pouvoir choisir un peu le périph que tu vas Oui, c'est utiliser. vrai. C'est vrai. Voilà. Mhm. Donc là, l'intérêt, c'est que ça me permet de les laisser brancher. Il y a aussi Mhm. autre chose, si on veut parler de routing, mais c'est un peu sans fin après. Il va bien falloir s'arrêter, mais Oui, cette oui. Orion Plus, elle a des DSP internes et elle Ah oui. propose aussi je sais plus combien, 8 ou 16 slots d'effets AFX. internes, hein, qui sont calculés, les Mhm. effets numériques. C'est pas des plugins que je charge dans Cubase, hein, c'est vraiment Mhm. du traitement interne auquel j'accède par l'interface, donc USB, hein, de Ouais. cette carte pour les commander. D'accord. Mais après, c'est dans le routing interne, je dois faire aller des flux numériques vers cette carte son pour aller Mhm. traverser ces traitements et ensuite les refaire partir. Et pour ça, D'accord. j'utilise les connectiques MADI. Donc j'ai M'a dit. des données qui partent de mon système interne. Donc je définis par exemple des effets externes dans Nuendo, Mhm. comme on le ferait avec Cubase pareil. Et sauf que c'est pas des périphes analogiques, c'est des périphes à l'intérieur de cette carte. Voilà, donc c'est des D'accord. flux numériques qui me servent et ce qui fait que je peux comme ça mettre des compresseurs, des EQ si j'ai envie d'aller. Il y a des trucs qui sont pas mal dedans, des répliques de Mhm. trucs un peu anciens. Je peux les utiliser comme ça. C'est comme un peu un rack d'effets numériques, quoi, voilà. Et Alors oui, c'est bah, pas des plugins. je Voilà. peux peut-être montrer le mien parce que c'est la version Oui, mini oui, bien sûr. de ce dont tu parles. Parce que toi, tu vas avoir beaucoup plus d'entrées-sorties, mais ça se présente un peu comme ça Mais chez Antelope. Et ceci dit, ta carte, elle est peut-être plus récente et tu as peut-être plus de traitement parce que toi, tu peux les mettre en plugin, non, dans le alors logiciel moi, directement. je peux les mettre en plugin, mais en fait, c'est les mêmes traitements que j'avais en interne dans la carte, en fait, hein. Ouais, Et d'accord. c'est que les dernières générations qui possèdent en plus des DSP dans la carte, parce que là, ces plugins-là, enfin, c'est plugins entre guillemets, c'est les FP sur des FPGA, Oui. si je me souviens bien de mémoire. Et dans les dernières générations de cartes Antelope, il y a aussi également des DSP qui permettent d'avoir des plugins Ouais. Ouais, déportés ouais, mais c'est-à-dire que ça va dans très la très loin. carte. Alors, Ouais. tu vois, pour faire un peu boucler la boucle, on avait tout à l'heure des configs ultra light. Et là, on a des configs où il y a des trucs dans tous les sens qui permettent de faire plein de choses, mais où on a vite fait de Voilà. s'en mêler le cerveau. Mais en réalité, finalement, c'est un peu la même chose. C'est simplement qu'on internalise ou on externalise une partie du routing.
Voilà. Tu vois. Parce que Ouais, ouais. finalement, ces histoires-là d'envoi, de casque et tout, en fait, c'est ce qu'on fait directement dans l'ordi, dans Cubase. Mais on peut le Oui. faire aussi au niveau des drivers de carte son dès lors que la carte son commence à être un peu plus costaud. Ce qui serait Mm, possible avec des cartes son en rack comme ça, genre mm. Fireface 800, mais même n'importe quelle carte son rack avec les 8 préamps ou les 8 entrées, 8 sorties, des ports à date. On pourrait comme ça, dans les mixeurs internes, faire des prémix différents pour alimenter des casques différents, par exemple. Oui. Donc ça serait une Ouais. partie que moi je fais sur la console qu'on aurait internalisée. Mm, Tu vois. mm, Et si on fait ça avec une toute petite carte son, genre celle-là, là, la mm. petite UR44 ou même la UR22 ou les trucs, les Mm, deux mm. i2, là, les petites Focusrite, tout comme ça, on va Oui, carrément le faire dans le logiciel. Donc en c'est ça. fait, au final, c'est toujours un peu la même chose. Mm. Simplement, dans les grosses configs, en fait, on va le déporter à l'extérieur, ce qui va permettre de mettre plus de périphériques analogiques, de faire de la sommation en externe. Mm. Là, par exemple, si je veux mettre mes racks analogues directement sur les bus qui arrivent dans la console pour la sommation, je peux le faire par le Mm. patch, justement. Tu vois, c'est tout Eh oui. l'intérêt. Ouais, Et dans ce ouais. cas-là, j'évite les allers-retours de conversion sur les stems. Voilà, donc c'est Mm. aussi l'intérêt d'une config de sommation analogique. Ouais. J'ai aussi un magnéto à bande qu'on n'a pas représenté, mais qui Mm. me permet, par exemple, de coucher des masters dessus si j'ai envie de faire un truc vraiment à la sauce analogique, et ensuite de le Ouais. rebalancer direct dans l'ordi. Tu vois, D'accord. Ou des batteries, un bus ou des batterie par batteries, voilà, je peux exemple. les passer dessus, exactement. Et je peux Ouais. le faire soit en le mélangeant à la console pour travailler vraiment à l'ancienne, soit Mm. le faire directement en mettant sur des entrées-sorties des convertisseurs et l'utiliser comme un effet finalement, un hardware qui serait connecté au logiciel. Ah, on voit Pareil, vraiment qu'on a des possibilités infinies, quoi. C'est dément, Ah quoi. oui, ouais, C'est ouais. Et par complètement exemple, dément. tu vois, j'ai quelques traitements délai, reverb aussi en rack. Typiquement, c'est pareil, ils sont sur des patchs parce que soit je les utilise en insert, bon, en insert dans Nuendo, ça reste pas forcément très pertinent, sauf si Mm. tu as vraiment du très très haut de gamme, des lexicons à plusieurs milliers d'euros. Oui. Mais si tu as des petits multi-effets, des petits trucs qui ont des trucs un peu sympas, qui sont quand même pas mal, Mm. ça n'a pas de valeur ajoutée de les convertir et de les faire venir là-dedans pour te rajouter de la latence, du machin. Autant Mm. prendre des plugins, il y a des trucs qui sont super maintenant. Mais par contre, quand tu travailles sur une console, tu les mets sur les envois, quand tu es en Ah oui, mix, en oui. pré-mix, ça te fait une reverb directe pour la voix, qui tu n'as même pas besoin de faire mouliner l'ordi. Et là, pour le coup, il n'y a pas de latence. Ouais. Et pareil, et ça, en passant par un patch, ça me permet de les basculer soit vers les convertisseurs directs pour les utiliser d'un côté, soit vers la console de l'autre côté. Ouais, Alors ça fait d'accord. des kilomètres de câbles après, hein. Eh oui, Faut c'est bien ça. penser à ce qu'on veut faire parce que, comme tu dis, c'est à peu près infini au niveau des possibilités. Du coup, on peut s'y perdre. Alors Voilà, la ouais. tendance au début, c'est de dire ah, mais je vais tout câbler comme ça, je pourrais tout faire. Mais en vrai, il y a les trois quarts des possibilités qu'on n'exploite pas parce qu'on n'en a pas besoin. Et oui, il faut Donc c'est prendre de des l'argent parties pris perdu. parce que sinon, C'est ça. voilà, ouais, on est noyé C'est après. de l'argent perdu, c'est du temps Voilà. perdu, c'est des complexités, de la complication et des problèmes aussi. Mm. Parce qu'il faut voir que derrière, il y a les histoires de boucles de masse, de machin, le truc comme ça aussi. Ouais. Euh, bon, donc Ouais. voilà. En réalité, je crois pas que des configs comme ça, complexes, où on a externalisé beaucoup de choses, soient forcément meilleures en tant que telles. C'est juste une ergonomie de travail qui est différente. Ouais. Là, en l'occurrence, moi j'aime beaucoup être un peu à part égale entre l'analogique et le numérique. Donc, quand je fais un mix, je l'éclate au maximum, hein. Les 32 tranches sont complètement. Voilà. Et je Mhm. fais un peu d'EQ sur la table, un peu les derniers volumes sur la table et tout. Quand j'aurai Oui. la 3700 qui sera à rajouter, je vais fusionner les deux bus master ensemble pour que ça me fasse une vraie 64. Et j'aurai Ah la ouais, ouais. moitié de la console qui sera automatisée, où je pourrai automatiser les derniers stems au niveau de la sommation, avec Mm. aussi les EQ. Donc ça fait Ah un ouais. vrai setup de sommation, quasiment je peux éclater tout le mix dessus si tu veux, ou presque, hein. Ouais, ouais. Mais en même temps, j'utilise des fonctions hyper avancées dans le logiciel Mm. Mm. pour ce qui est aussi des automations pour l'instant, et aussi pour ce qui est du traitement, de la compression, tout ça. Il y a plein de trucs avec les DSP, les UAD et tout. On fait des choses absolument Mm. magnifiques. Donc Ouais. j'utilise aussi tout ça et j'aime bien le mélange des deux. Mais je, Ouais. je sais qu'il y a des gens qui fonctionnent 100% sur du numérique, qui ont des configs beaucoup plus légères, on va dire, où ça se réduit au PC, ça,
et une ou deux grosses cartes son pour pouvoir brancher quand même quelques hardware de temps en temps et surtout des préamps si on enregistre, et puis des contrôleurs. Voilà. Voilà. Hein, In the après, on box. pourrait même In the avoir box. ça, même une petite carte son comme ça, hein, Mm. pour travailler. Même une Ouais, Focusrite 2i2, tu sais, à deux entrées, deux sorties. ouais, Un ouais. gros contrôleur avec 24, 32 Mm. faders motorisés comme tu veux. T'as l'impression d'être dans un gros studio, mais Ouais. c'est que de la télécommande et t'as une ergonomie, une vraie Oui, ergonomie, hein. ouais, tout à fait. Donc c'est encore une autre façon de travailler. Et là, le routing sera complètement en interne. Ce qui veut dire que dans ce Voilà. cas-là, on est aussi tributaire de devoir tout faire dans le logiciel. Et Ouais. là, l'intérêt de déporter, c'est qu'on peut faire pas mal de choses en externe aussi. Mm. Voilà. Donc après, c'est des manières de travailler différentes. Et puis moi, je suis aussi un peu un amoureux du matériel vintage et Ah bon? analogique. Et donc J'avais pas remarqué. j'aime bien voilà, l'amener loin. Non, mais super. Ouais, c'était super intéressant. Voilà. Merci pour toutes ces informations. Je pense que ça Voilà, passionnera pas c'est un mal de sujet monde. très très vaste. Alors si les Ouais. gens ont un peu des questions, faut surtout pas hésiter à les poser. S'il y Voilà, a suffisamment de questions, en on pourra faire commentaire un sous volume la 2 vidéo. peut-être Voilà. sur... voilà, exactement, hein. On pourra Et faire peut-être un volume effectivement, 2 même ouais, sur des sujets peut-être plus spécifiques. C'est vrai qu'on a balayé un peu des configs extrêmes, ouais. du truc minimaliste au truc un peu hardcore. Hmm, Bon, tout existe, hein, mais... absolument. mais après, on peut rentrer dans le détail aussi de différentes choses, hein, s'il y a des questions. Ouais, ouais, ouais. Bah, on Par attend exemple, on tout. n'a pas trop parlé du Dante, qui Oui. permet, par exemple, d'avoir une infrastructure où finalement la notion de carte son disparaît, puisque finalement on a une infrastructure en réseau, hein, tout est connecté en RJ45, on met des switches Ethernet entre les différents organes. Tu veux mettre je sais pas moi, des enceintes qui seraient Dante, ben, c'est juste un câble RJ45 qui va sur ton moniteur et puis tu le déclares Ouais. dedans et tu routes ce que tu veux. Et ensuite chaque ordinateur, sur chaque ordinateur, tu peux ouvrir le Dante contrôleur et là tu as tous les périphériques qui sont connectés au réseau. Tu câbles ce que tu veux avec ce que tu veux. Tu peux comme ça faire des réseaux qui sont complètement modulables. Et c'est quelque Ouais. chose que j'envisage aussi en partie, mais bon, pour l'instant, je suis vraiment basé sur du MADI. Mais le Hmm. Dante, par exemple, me permettrait, imaginons quelqu'un arrive avec un PC portable où il a une session Pro Tools ou Logic ou n'importe quoi dedans, Ah oui. sur je sais combien de pistes, et il arrive au studio, on veut l'éclater sur la console. Et ben, il Hmm. me suffit de brancher un RJ45 sur son PC portable et c'est parti. Ah Tu là vois. là, ouais. On vit une époque Par formidable hein, quand exemple, même. Hein. ah mais c'est génial. Par exemple, c'était au mois de juin là, sur un concert de musique de film au Festival de cinéma de La Baule, et on a fait une captation audio Mhm. sur 48 pistes avec 48. mon PC portable. J'avais juste un câble RJ45 branché entre mon PC portable et la table de mix qui Oh sortait là du là, Dante. le délire. Et Ouais, ouais. j'avais Nuendo qui tournait, les 48 pistes qui rentraient et qui s'enregistraient. Donc Oh là là. finalement, la notion de carte son elle disparaît, tu vois, Ouais. Ouais. et tout devient en réseau. Alors c'est Mm. vraiment très très bien dans les très grosses structures où les choses bougent. À Mm. l'échelle d'un studio qui est fixe comme ça, le MADI est quand même intéressant. Ouais. La vraie différence, juste pour finir avec ça, c'est que le MADI, c'est un protocole qui est synchrone, où les données sont Mm. envoyées sur une horloge qui est cadencée D'accord. à la fréquence d'échantillonnage ou à des multiples, hein, puisque si tu travailles en 24 bits, les deux droite-gauche sont entremêlés ensemble. Donc en Mhm. réalité, tu as... Ça. C'est, Ouais, est-ce que en tu réalité, utilises l'horloge de la RME ou est-ce Oui, que tu oui, pourrais oui, oui. éventuellement utiliser l'horloge de l'Orion en Ah, on MADI? peut utiliser ce qu'on veut en fait. Ah oui. N'importe quel périphérique du réseau MADI peut être maître et les autres sont esclaves. Ah ok. En l'occurrence, j'utilise la RME comme maître, Hmm. puisqu'elle est connectée à tout un tas de choses. Mais si je change la fréquence d'horloge dans mon système sur la RME, Hmm. les afficheurs ici sont instantanément mis à jour. Ah d'accord, ok. Mais juste pour finir, en fait, ce que je voulais dire, c'est que donc le MADI, c'est vraiment un protocole qui est basé sur le temps,
comme le SPDIF, c'est une espèce de super SPDIF multicanal, alors que le Dante, c'est un protocole qui est basé sur du réseau avec des paquets. Donc c'est les paquets audio qui sont envoyés sans notion de temps, mais qui comportent, eux, les notions d'horloge. C'est-à-dire que chaque paquet, chaque échantillon, si tu veux, est horodaté. Ah oui, Et contient aussi des données qui disent à quel moment il se situe dans la timeline. Et donc tout ça c'est envoyé sur le réseau et chaque périphérique va après piocher ce qui lui est adressé par des systèmes d'adressage. Et ensuite tout le monde va à un moment donné émettre l'échantillon au rang N qui est indexé sur ce centre. Ce qui fait que tout le monde travaille en synchro. Et voilà. Donc le fonctionnement n'est pas tout à fait le même. Hein. Le concept même du transport de l'audio n'est pas tout à fait le même. C'est vraiment un protocole réseau informatique, hein, si tu veux, mais avec une couche particulière qui est adaptée pour l'audio. Et dans ce cas-là, c'est une des machines, enfin un des PC ou un des Mac qui va servir d'horloge pour le alors, Dante. ça ne sera pas vraiment un PC, enfin un PC pourrait, mais ça sera un périphérique. Un périphérique qui sera déclaré maître et les autres qui seront déclarés esclaves. Tout à fait. D'accord. Voilà. Ah là là, bon, le sujet est vraiment passionnant. C'est vrai qu'on pourrait y passer encore quelques heures, mais je crois qu'on va s'arrêter là pour pas être indigeste. Exactement. Mais effectivement, il y aura peut-être un volume supplémentaire. On va voir. J'espère qu'on aura quelques commentaires sur cette vidéo qui, moi personnellement, m'a passionné. Donc j'espère que ça passionnera aussi. C'est passionnant, c'est passionnant. Voilà. Quand on pense à construire une infrastructure comme ça, au début, on se dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est pareil, des fois, je vois du matos analogique passer les annonces, je me dis, ça serait trop bien. Je dis, mais où est-ce que je vais le brancher? Qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que ça sera utile? Et là encore, j'ai vu une vieille Tascam en super état. Enfin, il y avait des petits problèmes électroniques, mais qui peuvent se régler en 2 temps, 3 mouvements, c'est rien du tout. Du coup, elle était pas chère. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça en plus? Il faut être raisonnable. Après, il y a un problème de place aussi. C'est vrai. C'est vrai. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour avec plaisir. Avec plaisir. Ta disponibilité pour cette vidéo. J'espère qu'il y en aura d'autres sur d'autres sujets. Pourquoi pas. Bien sûr. Voilà. Des petites discussions comme ça, un peu informelles sur un sujet, c'est passionnant. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Encore merci Dominique. Bon, écoute, alors bonne soirée. Bonne soirée. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Ouais. Allez, salut. Ciao.